épisode de Deux Fiscalistes, un podcast au studio, bien entendu. Nous sommes avec notre invité de l'heure, Simon Van Weerel. Je l'ai dit correctement? Yes, sir. Yes! Pour cette partie 2 portant sur les assurances-vie, aujourd'hui, on discute plus des assurances-vie et des conséquences fiscales. Donc, on rentre dans la base là, quand je reçois une assurance-vie perso versus corpo, etc. C'est vrai que je ne paye pas d'impôt là-dessus? Oui, non. On va peut-être même rentrer dans le couple d'articles de loi. J'aime avec Jerry, on aime ça faire à la blague qu'on se donne de la crédibilité quand on cite des articles. C'est On a vrai. l'air. Ça se peut que. Oh, il n'y a personne pour nous challenger si c'est les bons ou non. Fait qu'on a l'air hyper crédible. Ouais, le truc, c'est juste de se shooter des chiffres dans les airs. Puis Oh, t'as ouais. l'air vraiment... Article 1608 de la loi sur les impôts dimensionnés. Non, fait que c'est ça. Donc, fait qu'aujourd'hui, on rentre dans un peu plus l'aspect fiscal des polices d'assurance-vie avec notre expert. Donc, je répète, Simon, qui est planificateur financier, conseiller en sécurité financière, fiscaliste et qui travaille chez Symbiose. Symbiose, cabinet, le nom exact, c'est? Symbiose groupe financier. Groupe financier, j'avais cabinet financier, excuse. Ouais. Ça. Fait que Symbiose, groupe financier, qui commandite également cet épisode. Donc, merci beaucoup à toute ton équipe. Plaisir. Merci à toi. C'est vous en ce moment, je t'entends parler et j'apprends. C'est super le fun parce que j'apprends énormément. Oui, nous sommes fiscalistes, mais je ne me spécialise pas en assurance-vie. Non, c'est ça. Le fait que tu sois là, je peux indirectement te poser toutes les questions que j'avais, puis ça ne me coûte rien. C'est magnifique. C'est ça coche, hein, c'est bon. C'est malade. C'est un bon deal. Oui, j'adore ça. Souvent, je dis ça en tant que prof, c'est le fun parce que j'ai accès à plein d'experts. Ouais. Puis je peux dire que c'est pour des fins académiques alors que c'est des questions personnelles. Puis Ça passe pas, c'est ça? ça passe des fois. J'ai le droit des fois à 1 heure ou 2, puis de certains avocats très, très, Nice. très, très réputés. Puis je suis comme, ben écoute, c'est pas le fun. Donc, aujourd'hui, on parle de police exonérée. Donc, la première question est la plus importante. Est-ce que je paye de l'impôt lorsque je reçois un capital décès, là, donc quelqu'un était assuré, est décédé, je suis bénéficiaire. Est-ce que je paye de l'impôt là-dessus? Si on commence du côté personnel... Oui, ok. en tant qu'individu, là, un de mes parents est décédé, j'ai reçu 1 million. On prend 10 millions, c'est des gros chiffres. J'ai reçu 10 millions. Que ce soit 10 millions, 100 millions, 1 million, 500 000, peu importe, il n'y a pas d'impôt à payer. Le contrat est exonéré, la prestation de décès n'est pas imposable. Merci, bonsoir. Question en aparté que tu m'as fait penser juste pour... C'est quoi juste pour ma curiosité, c'est quoi le plus gros contrat d'assurance que tu as vu quelqu'un prendre, là? Le plus gros montant? Là? C'est un de mes dossiers, plusieurs dizaines de millions. Là. OK. Tu as déjà eu un 100 millions? Pas encore? Moi, non. Mais je connais des gens qui c'est arrivé. C'est assez rare, là. C'est des... Ouais, je me dis, pour que tu aies 100 millions... je veux Ouais, dire, ben, il faut que ça soit justifiable. Souvent, c'est couvrir des impôts sur des actions de gel. Là. Fait que tu as des valeurs de rachat très élevées. Tu viens couvrir ça. Mais oui, non, c'est très rare, là, pour vrai. Là, une couple de dizaines de millions de capital d'essai, souvent, on est en bas. Mais oui, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Bon, OK. Ouais. Donc, maintenant, ça s'est dit. Fait que là, tu as précisé au niveau personnel, Ouais. si je reçois le capital d'essai Mhm. d'une assurance-vie, je ne paye pas d'impôt. Y a-t-il une différence si je le reçois dans la société? Si c'est une société qui est bénéficiaire, la compagnie, la société, au moment de l'encaissement, il n'y a pas d'impôt. Genre zéro. Fait que pour la société aussi, elle reçoit 10 millions, Ouais. elle ne paye pas d'impôt sur ces 10 millions. Dans ta T2, il n'y a pas d'impôt à payer. OK? C'est zéro, la compagnie ne paye pas d'impôt. Par contre, il y a un concept en fiscalité de l'intégration là, que tu connais assurément. Quand tu as du cash qui provient d'une assurance-vie qui rentre dans une compagnie, une grosse partie du capital d'essai va aller dans le compte de dividende en capital. Fait qu'au moment du décès, mettons, pour faire ton exemple, mettons 10 millions, il y a 10 millions qui rentrent, puis au moment du décès, on va regarder le coût de base rajusté qu'on avait à l'épisode 1. Ouais. On va faire la différence entre les deux. Mettons 10 millions moins, je sais pas, 200 000. La différence entre les deux, 9 800 000, va pouvoir aller au CDC de la société. Fait que l'étape 1, au moment de l'encaissement, il n'y a pas d'impôt pour la compagnie. Puis quand on va ressortir l'argent dans les mains des actionnaires sans impôt, bien, ça va être selon le solde du CDC. L'excédent du capital d'essai sur le coût de base rajouté. Exactement. Puis s'il y avait un coût de base rajusté au moment du décès, ben là, on n'a pas une inscription au CDC pour le montant de CBR, fait que ça va être un dividende, peu importe, un dividende imposable. Ouais. Et on a parlé brièvement des assurances-vie qui pouvaient inclure une portion rendement, une portion placement. Est-ce que quand je reçois mon capital d'essai, donc j'ai mon 10 millions, puis là-dedans, ça inclut un 3 millions qui était des placements que j'avais par ailleurs, est-ce que
ce 3 millions-là est inclus libre d'impôt ou vu que c'est un placement à l'abri de l'impôt, lui, il va être imposable? Non, c'est une prestation, une différente manière de monter le contrat, là, mais c'est une prestation de décès. Quand le montant est une prestation de décès, puis normalement, ça va inclure la portion placement du vivant, il n'y a pas d'impôt. OK. Ouais. Fait que dans ma société, libre d'impôt. Mhm. Et pour le sortir dans mes mains, là, par contre, ça va être l'excédent du capital d'essai reçu, le montant reçu, moins le coût de base rajusté. Exactement. Est-ce que... Mais là, j'essaie de voir au niveau perso, même si j'avais un coût de base rajouté, tout était libre d'impôt. Change rien. Fait au niveau... Fait qu'en le mettant dans la société, je ne vais pas dire qu'il y a un désavantage parce qu'il y a plein d'autres... Ben, on peut dire qu'il y a un petit inconvénient que généralement on profite. Non, pas vraiment parce que normalement, le capital d'essai, quelqu'un qui est en santé, on va être à l'espérance de vie. OK? Puis dans la plupart des dossiers, le CBR vers l'espérance de vie est pas mal rendu proche de zéro. Fait que même si tu as un CBR, il va être très bas. OK? Et d'un. Okay. Puis de deux, c'est la compagnie qui a payé les primes. Fait que tu n'as pas sorti de l'argent corpo pour la payer, mettons, entre 40 de taux marginal puis 53 whatever, si tu te payes en dividende ou en salaire, c'est pas important. Tu n'as pas besoin de sortir de l'argent, payer 40-50 d'impôts, ton montant net, envoyer ça à l'assureur, ben, tu l'as déjà dans ta compagnie, tu l'as déjà. Là. OK. Fait que l'excédent du capital sur le coût de base rajouté est libre d'impôt parce qu'on va dans le CDC, qui est le compte de dividende dans le capital. Mm-hmm. Je vais expliquer brièvement c'est quoi après, parce que ça, c'est une notion que je connais. Pour l'assurance vie, je te laisse tout expliquer. Puis le coût de base rajouté, la portion du 10 millions, comme tu disais, 200 000 dans mon cas, que lui ne sera pas libre d'impôt, c'est soit un dividende, un salaire, mais c'est assez rare d'habitude le monde, parce qu'un salaire, il faut qu'il y ait des services rendus. Mais souvent, c'est un dividende qui, lui, va être imposable. Puis ça a du sens parce que c'est pas l'individu qui a payé pour ces primes-là. Pour ce CBR-là. Mm-hmm. Le CDC, juste pour les auditeurs, un peu c'est quoi? Lorsqu'on réalise un gain en capital au niveau personnel, il y a seulement la moitié qui est imposable. Excusez. Donc, on va faire ça simple. Je vends un terrain qui est une immobilisation. J'ai réalisé un gain en capital de 1 000 $. Il y a 500 $ qui n'est pas imposable, qui apparaîtra jamais dans qui apparaîtra pas dans ma déclaration de revenu, dans mon revenu imposable. Et l'autre 500 $, c'est là-dessus que je vais m'imposer. C'est là-dessus que je vais payer de l'impôt. On va dire que je paye 50 % d'impôt, donc je paye 250 $ d'impôt. Fait que finalement, sur mon gain de 1000, j'ai payé 250 $. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le taux d'imposition d'un gain en capital est autour de 25 à 27 % là, si on veut être très, très précis. Ça, c'est si je l'ai perso. Dans une société, même chose, quand j'ai un gain en capital, techniquement, la moitié n'est pas imposable, l'autre moitié est imposable et je paye l'impôt dans la société. La portion non imposable se cumule dans ce qu'on appelle le compte de dividende en capital, le CDC. Ce compte-là peut être versé libre d'impôt à l'actionnaire. Ce n'est pas une passe-passe, ce n'est pas un loophole, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une fraude. C'est tout simplement dans le but de faire un miroir au traitement du gain en capital quand on le reçoit perso versus dans la société. Fait que souvent, là, j'ai commencé à en voir là, des influenceurs qui disaient êtes-vous au courant du CDC qui peut être un montant libre d'impôt sorti de la société? Oui, mais ça découle d'un gain en capital. Un CDC, tu ne peux pas décider demain matin de verser un dividende qui provient d'un CDC. Ça te prend quand même une situation particulière. Tu réalises un gain en capital. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis 1972, je pense. Fait que c'est loin d'être quelque chose de... Mais par rapport à ça, petite parenthèse, je pense, mettons dans ces propos-là que j'ai déjà entendus sur Internet, je pense des fois, c'est plus qu'en pratique, ça peut arriver dans des dossiers que la rémunération de l'actionnaire dirigeant. Tu serais mieux de réaliser un gain en capital interne, de verser un dividende en capital, puis après ça, un dividende imposable, pour être un RTD, puis ça te coûterait moins cher de faire ça que de verser un salaire, mettons. Sortir un gain en capital d'une société, ça coûte moins ça coûte moins d'impôts au niveau perso, mais encore là, il faut que tu réalises, et même le réaliser à l'interne sans transaction véritable. Là, tu t'embarques dans ce qui est potentiellement la règle générale anti-évitement, surtout depuis sa modification. Non, ça te prend une vraie transaction. C'est un vrai gain. Un portefeuille boursier que tu vends pour vrai. Un portefeuille, oui, c'est ça. Mais juste comme, tu sais, tu peux pas juste décider demain matin et dire, bon, ben, aujourd'hui, j'impose un gain en capital dans ma société. Si t'as pas des immobilisations à vendre, t'as pas réalisé de gain. Tu feras pas un roulement de 85 avec une grosse somme convenue pour le vendre de même, là, ça n'a pas rapport. C'est ça. Fait que c'est pas... fait qu'il y a... fait que faites attention aux nouveaux influenceurs qui vous vendent le CDC comme la 8e merveille du monde. Oui, c'est super beau. C'est pertinent, mais c'est pas tout le monde qui en a un. Faut que tu aies vendu quelque chose. Puis
Ou, Quand tu vends ton placement, tu l'as plus. Là. Fait que oui, tu as ton gain en capital, mais tu l'as plus ton placement. ou tu as vendu quelque chose, ou tu as encaissé un dividende, en capital, ou D'une autre société. Mais c'est autre pas. société, Qui, elle, a vendu quelque chose. Fait que, ça prend quelque part ou qui a quelqu'un. reçu un capital d'essai. Ou qui a reçu une assurance vie. Ouais, c'est oui, c'est ça. Encore là, ça prend une situation où tu as vendu de quoi, tu as reçu une assurance vie. Fait que c'est pas. Tout ça pour dire que tu peux pas, de manière discrétionnaire, demain matin, décider que tu te verses un dividende en capital. Fait que bref, on revient à l'assurance vie, mais c'était juste. Petite parenthèse de CDC. Petite parenthèse, c'est quoi le CDC? Et que ce n'est pas une entourloupe et que ce n'est pas. On vient pas juste de vous montrer comment faut wapper l'impôt. C'est ça. Fait que OK. Là, est-ce que toutes les polices d'assurance vie sont exonérées? 99% oui. C'est quoi le 1%? Oui, 99% oui, pas d'impôt sur la valeur de rachat qui augmente, pas d'impôt pour le titulaire. L'assureur a une forme d'impôt à payer. L'article 211 de la loi de l'impôt sur le revenu, c'est compliqué, là, mais l'assureur a une forme d'impôt à payer, mais le propriétaire du contrat ne paye pas d'impôt sur la croissance des placements du vivant, ne paye pas d'impôt sur le capital d'essai qui est versé. 99% du temps, c'est ça. Un exemple qu'un contrat n'est pas exonéré d'impôt, ça serait un contrat, par exemple, j'ai un projet en tête, là, une police qui se paye 1 an. Tu as une police d'assurance vie permanente, on paye une prime, puis le contrat est libéré à vie. Pourquoi il n'est pas exonéré? Parce que le calcul du fait que c'est exonéré une police, c'est que tu as une limite à quel point tu peux mettre du cash vide dans une police parce que c'est tellement avantageux fiscalement que le gouvernement a dit tu mets trop de cash là-dedans, man, on va t'enlever tes avantages fiscaux, relax, étire tes primes, on va te laisser des avantages fiscaux qui font du sens à cause des politiques, des choix et tout. Mais si tu mets tout ton argent d'un coup, one shot, ta minute, ça ne sera pas une police qui va répondre à la définition d'une police exonérée. Mais t'es comme, pourquoi je ferais ça? Non, pas pourquoi je ferais ça. Je savais pas que c'était possible de le faire. Oui, mais en fait, c'est parce que les assureurs n'offrent pas vraiment ce produit-là. Mais il y en a un que j'ai en tête qui l'offre, mais c'est pour des fondations. Mettons, quelqu'un qui veut faire un don unique, une fondation, c'est exonéré. Fait, on s'en fout que ce soit un contrat qui n'est pas exonéré. Stratégie de don, j'aime ça. Ouais, juste voir si la stratégie, je l'ai bien compris. Toujours pour avoir un capital d'essai de 10 millions, on m'appelle, on dit on fait mes tests de santé. Ouais. OK, Reggie, parfait. On estime que ta prime mensuelle serait de 10 000 par mois à vitam aeternam, vu que c'est une assurance vie permanente. Ouais. Et on dit, mais par contre, si au lieu de faire 10 000 par mois pendant les 40 ans qui te restent à vivre, qu'on présume, tu fais un chèque aujourd'hui de 6 millions, on te donne ton 10 millions à ton décès, peu importe c'est quand, puis on te laisse tranquille. Puis ça. Ouais. Mais ça, ils vont te les mettre seulement si c'est une fondation, un organisme de bienfaisance qui va souscrire au contrat. Tu peux, dans le produit que j'ai en tête, il y a une autre manière de simuler ça manuellement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais souvent, ça va être dans des stratégies de dons planifiés qu'on va volontairement, à des fins de simplicité, ou notamment, juste dire, il y a des clients qui sont comme moi, là, je veux juste verser un chèque, je ne veux pas me casser la tête, je veux qu'il y ait un montant X qui est versé à mon décès. Ça ne me tente pas de payer à chaque année. Bien, c'est une possibilité. Mais pour revenir à ta question, c'est des dossiers très, très spécifiques. Dans la plupart du temps, les contrats sont exonérés parce que ça ne sera pas des organismes de bienfaisance ou des fondations, ça va être des sociétés. Mais s'il met son enfant, malheureusement, son enfant va se faire taper dessus. Va pas se faire taper dessus, mais va se faire imposer quand il va recevoir le capital à ce moment-là. Ah, mais OK, si t'es, mettons, je le fais, là, oublie la fondation, là, moi, Reggie, là, l'exemple que je t'ai donné, il faudrait que je paye 10 000 pendant 40 ans, jusqu'à mon décès. Personnel. Puis oui, au niveau perso. Puis là, finalement, je regarde, je te fais un chèque de 6 millions, puis je veux qu'à mon décès, que ce soit demain, que ce soit dans 40 ans, je veux que mon enfant reçoive 10 millions. Puis je te fais juste un chèque parce que pour X raison, ça ne me tente pas de payer ça mensuellement. Je ne veux pas avoir pensé ça. Je ne veux pas avoir pensé. Là, à ce moment-là, ma police, il y a des chances qu'elle ne soit pas exonérée. Oui, effectivement, mais dans un contrat d'un dossier payable, dans le cas d'un dossier payable 1 an, je te dirais en moyenne, le contrat va avoir une partie imposable pendant, je sais pas, 5-6 ans à peu près. Puis après ça, il n'y aura plus d'impôts à payer. Mais tu sais, pour vrai, c'est rare. Là, pour dire ça existe. C'est rare. C'est possible, ça existe. Ça existe, c'est quand on a payé trop d'argent trop vite dans le contrat. Fait que c'est pour ça que normalement, dans une police, je te dirais, le plus court qu'on va faire, ça va être normalement à peu près 10 ans. OK? Fait que là, comme ça, tu sais que ton contrat est exonéré, tu as payé tes primes, ton contrat il est libéré ou mis en congé de prime, puis il n'y a pas d'impôt nulle part. Tu comprends? Mais là, comment est-ce que je peux avoir une assurance vie permanente sans payer de prime? Ben non, faut que tu payes tes primes, tu n'as pas le choix. Là. OK, ben là, tu me disais qu'après 10 ans, il peut avoir un congé de prime ou etc. Ah oui, ben c'est juste que l'assureur considère que tu as tellement mis assez d'argent, soit qu'il l'a prévu d'avance, qu'il a dit, gars, au lieu de me payer, on prend ton exemple tantôt, là, 10 000 par mois,
Au lieu de payer 10 000 par mois, mais gars, je te dis ton avis, je dis ton coût, je le condense dans 10 ans, tu vas payer 35 000 par mois pendant 10 ans. OK. Puis après ça, avec les rendements que ça va générer... Ouais. Oh non, tu veux juste l'avoir payé au complet. Ouais, OK. tu vas avoir payé ou tu peux dire d'une autre manière, tu peux dire je paye mon contrat à vie, puis à un moment donné, je fais le choix volontaire de le mettre en congé de prime parce que le contrat va être autosuffisant. Tout ça pour dire que quand tu as une assurance vie permanente, c'est toi qui décides comme client, puis comme conseiller, comment tu fais ta recommandation. Est-ce que le cash flow, c'est pendant 10 ans, c'est pendant 20 ans, si tu as vie, c'est ultra, ultra flexible. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la fiscalité demeure la même. Pas d'impôt sur la croissance des placements du vivant, pas d'impôt au niveau du capital d'essai. Ça prend un besoin d'assurance. Puis, c'est la même affaire. C'est juste la cédule de paiement qui est custom, mettons. Quand tu dis autosuffisant, puis là, avec ce que tu me dis, j'essaie de voir comment ça peut être autosuffisant. Fait que je sais pas si mes réflexions sont bonnes. Fait que si, exemple, justement, dans ma police d'assurance vie, j'ai une composante placement, fait que ma prime, c'est 10 000 puis ma composante placement, peu importe, j'en mets un petit peu plus à chaque année pour augmenter ma composante placement plus rapidement. Puis quand on m'a dit mes placements, c'est comme, hey, tes placements génèrent plus que 10 000 par mois. Fait que tes placements pourraient payer ta prime. On peut dire ça comme ça, ouais. Fait que là, ça s'auto-suffit. Fait que là, j'ai mis assez. Mais ça, il faut quand même que j'ai mis au moins pendant 10 ans parce que si j'ai fait ça pendant 1 an pour jumper ça one shot. Ouais, c'est ça. Non. C'est compliqué, mais je comprends c'est un peu compliqué, que... oui, c'est ça. Mais... Faites attention, la très, 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 très grande majorité des cas, c'est exonéré. C'est exonéré, mais si votre courtier vous dit hey, on va faire ça dans 2-3 ans, tu ne paieras plus rien après, ouf! Ouais. Prends 2 minutes, puis il fait juste à ta minute, tu es sûr que ma police d'assurance vie est exonérée, exactement. que je ne me retrouve pas dans le trou. Mais les assureurs ont intérêt à mettre des polices exonérées parce que c'est ça qui est attrayant. Là. Oui. Ben, une erreur, ou un jeune shark là, qui s'en rend pas compte. Puis qui... Ah, ça arrive pas. Pour vrai, c'est exonéré. Là. C'est vraiment. Si c'est pas exonéré, c'est volontaire. Là. C'est volontaire, puis il y a une logique. Ouais. OK. Ouais. Là, par contre, je comprends que le capital, l'argent que tu reçois de la police d'assurance vie, il est exonéré. Ouais. Mais mes primes que je paye, sont-ils déductibles? Celles-ci, est-ce qu'elles sont déductibles d'impôts? Normalement, Au niveau perso? Niveau perso, normal, non. Non, l'assurance vie, non. Et au niveau corporatif? Non. Sauf. Ah, là je reconnais le fiscaliste. Sauf. Non, sauf, j'en donnais un, le principal. Là. Il y en a d'autres, mais ça, c'est le principal. Si tu as une police d'assurance vie, puis que le fait que tu aies cette police d'assurance vie-là, c'est pour respecter une condition de financement. Tu as un contrat de prêt là, qui dit que pour avoir le prêt, il faut que tu prennes une police d'assurance vie, puis que le prêteur demande la cession du contrat, fait une prise de garantie sur cette police-là. Il y a une partie de la prime, pour faire ça simple, là, une partie de la prime qui va être déductible d'impôt. Quand on dit que le créancier... OK. Est-ce qu'il faut que le créancier, ici l'institution financière, soit bénéficiaire? Le bénéficiaire? Non. Il ne peut prendre une hypothèque mobilière sur le contrat d'attitude. OK, il l'a en garantie. Il ne sera pas bénéficiaire. Non, il prend en garantie. Mais il prend en garantie. Il va être payé avant le bénéficiaire. Oui. OK. Exactement. Il prend en garantie. Okay, c'est 21.2 de la loi de l'impôt. C'est ça la définition. Si j'avais... Je vous le résume parce que... Et là, c'est pas un chiffre entré dans les airs. C'est vraiment l'alinéa 21 1.2 de la loi d'impôt sur le revenu et son équivalent provincial. Donc, si... tu me permets de reformuler? Oui. Fait que si je prends si mon institution financière me fait un prêt, Reggie, tu vas acheter tel immeuble, et là, après ça, on va rentrer la différence avec l'assurance prêt après, si tu me permets. Donc, Reggie, tu vas acheter tel immeuble ou tel business, pas de problème, je suis prêt à te prêter 10 millions. Par contre, j'exige que tu te prennes une assurance vie de 10 millions. L'exigence est importante, oui. Hein? Oui, pas se conseiller, exiger. Exactement. C'est ça, faut que ce soit exigé. Puis quand tu vois les feuilles de notes des banques, c'est vraiment important, là, c'est pas il est recommandé. Non. Faut. Est-ce que c'est ça. L'individu, peu importe, doit souscrire à une assurance vie de X millions de dollars minimum. Ensuite, c'est ça, fait que la banque l'exige et la banque doit être pas cautionnaire, mais pas bénéficiaire, mais cette assurance vie-là doit être cédée à titre de garantie à la banque. Donc, à ce moment-là, une partie de la prime peut être déductible. Puis là, je sais que c'est un calcul très complexe, mais si on essaie de le simplifier, est-ce que j'ai raison de dire que
la proportion du solde de l'emprunt Oui, c'est ça. divisé par le capital d'essai. Exactement. C'est ça qui va Puis être. en fait, je dis la prime pour simplifier, mais tant qu'à être dans le technique, on peut y aller. Là, c'est à chaque année, tu as une variable à vérifier. Là. Pendant l'année, tu as ton coût net d'assurance pure qui se demande, puis tu as ta prime. Le moindre des deux, en proportion de ce que tu viens de me dire, va être déductible. Tu comprends? OK, fait que c'est même pas la prime, ça peut être. C'est pour ça que je dis une partie de la prime pour simplifier. Là. Le coût que tu viens de parler là, c'est-tu le fameux coût. Le CNAP, oui, le coût net d'assurance pure. Qui est C'est dans ce que tu me parlais dans l'épisode, Exactement. ton pourcentage de décès. Exactement, Okay. exactement. Fait que le moins de la prime ou de ton Ouais. coût, que je sais pas c'est quoi cette affaire-là, c'est NAP. Le CNAP. C'est ça, CNAP. Ouais. Fait que un autre acronyme, c'est le fun. Fait que le moindre de la prime, le CNAP, pour l'instant, on va garder la prime pour les fins de l'épisode. Oui. On va faire ça simple. Tout à fait. Fait que la prime, puis là, mettons que j'ai au début, j'ai une assurance vie de 10 millions, j'ai une hypothèque de 10 millions. Techniquement, on oublie le moins des deux. Il y a des bonnes chances que ma prime soit déductible à 100% ou une bonne partie. Ouais. Mais si après 10-20 ans, le solde de mon hypothèque, c'est 4 millions, puis là, mon assurance vie, j'ai pris une portion placement, puis elle est rendue à 14 millions, ben là, je ferais 4 divisé par 14 fois le moindre de mon CNAP ou de ma prime, puis c'est ça qui va être déductible. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en pratique, puis là, il y a beaucoup d'administrations fiscales qui vont dire oh, on va prendre des notes. Parce que laisse-moi dire que pour avoir vu beaucoup de déclarations de revenus et beaucoup de fiscalistes en conformité, dès qu'ils voyaient que la banque était garantie, que l'assurance vie était garantie par la banque, que l'assurance vie était une condition exigée, d'octroi du prêt, une condition, tout, ils mettaient la prime 100% déductible sans se poser de questions. Ouais, non, c'est pas de même, ça marche. C'est ça, pas ça que 21.2 dit. Là. C'est un exercice de proportion, puis tu as un moindre à calculer. Là. Puis c'est pour ça que généralement, ça ne l'est pas. Puis on va y arriver éventuellement là, dans l'épisode 3. Là, tout ce qui est les prêts garantis par des polices, justement, pour faire de l'infinite banking, ces choses-là. Il faut que ton contrat de prêt soit bien fait là, pour que tu aies cette déduction-là. OK? Mais quand il n'y a pas de crédit impliqué, là, quand c'est juste je prends ma police, là, soit perso ou corpo, il n'y a pas de je la déduis pas ma prime. Là. C'est de l'argent après impôt qu'on utilise pour payer la prime. Là. That's it. Puis tu m'as répondu indirectement, je peux investir à travers ma police d'assurance vie. Oui, on peut, au sens économique. J'ai pas le droit de dire investir dans une police parce que ce n'est pas un produit d'investissement. Mettons, légalement, j'ai pas le droit de dire ça. Tu peux payer des montants dans une assurance vie qui vont agir comme un investissement, mais j'investis pas dans une police d'assurance vie. Parce que c'est pas un placement, tu sais, c'est comme. Je comprends. C'est pas Puis un tu peux pas. mutuel, Effectivement, en fond, ta police d'assurance vie peut avoir une composante investissement. Ouais. Mais cet argent-là, tu peux pas décider de la sortir comme tu veux. Là. Oui, tu pourrais. Tu peux? OK. Tu pourrais, mais si tu fais ça, tu risques d'avoir une partie qui est imposable. Là. OK. Fait que là, c'est OK. Fait que si je décède et que mon bénéficiaire reçoit ma police d'assurance vie, mon capital plus mon rendement, il n'y a pas d'impôt. Mm-hmm. Mais si j'ai une police d'assurance vie, que j'investis à travers cette police d'assurance vie, c'est libre d'impôt. Mm-hmm. Mais si je sors la composante placement dans mes mains, je m'impose. Il va y avoir une imposition tout dépendant du type de contrat, là, mais si la valeur de placement est plus élevée que ton coût de base rajouté, qui est encore une fois l'équivalent du produit de base rajusté pour les actions, c'est ta base fiscale. La différence entre les deux, ça va être un gain sur police imposable, comme un revenu d'intérêt, mettons. Là. Mais est-ce que je suis obligé de tout sortir mes placements one-shot ou je pourrais les sortir ça peut être un rachat partiel. Là, fait que comme... Ça va être une portion du coût de base à chaque fois que je prends. Normalement, oui, ça va être ça. Mais pour vrai, quand on achète un contrat d'assurance vie qu'il y a du placement du vivant, le but, c'est pas de racheter ce contrat-là. Là, pour garder la fiscalité, le but, c'est de l'assurance vie. Là. La plus grosse rentabilité, c'est au décès. On s'entend, là? Ouais, mais je vais être mort, je pourrais pas en profiter. Parce que tu as un besoin, tes actions, mettons, tu es en business, ta famille, tu veux qu'elle survive et tout. Là, je les aime, mes enfants, mais 10 millions, je veux dire, je pense à moi ici. Là. Comment je fais pour en profiter de mon vivant? Là? Fiscalement parlant, tu vas voir un prêteur, tu dis, prends une marge de crédit garantie par mon contrat, puis on en reparlera plus tard. Je pensais que tu allais dire que je pouvais fausser ma mort, mais je comprends que... Non, mais tu pourrais partir pendant 7 ans, là, ça serait de l'absence, mais ce serait pas mort pour vrai, fait qu'il y aurait d'autres enjeux. Là, mais pour vrai, on veut pas faire une transaction, on veut pas racheter le contrat. Si tu veux avoir accès à cet argent-là, on va faire comme un refinancement d'un immeuble. Ouais. Souvent, faut pas que tu te lances dans un contrat d'assurance vie avec des placements avec l'intention de dire racheter. Hey, je vais racheter ces placements-là dans un certain... Si je suis dans le trouble financièrement, OK. Mais autrement... Tu vas pas là-dedans en disant comme OK, j'ai une portion de placement que je peux aller chercher quand je veux.
Tu peux aller chercher quand tu veux, mais il ne faut pas que tu aies ce mind-là quand tu as ce contrat. Sauf certaines exceptions qu'on va voir plus tard, mais le but, pour l'utiliser du vivant, on ne va pas racheter la police. On va aller chercher une marge de crédit garantie par la police pour pas que ça soit une disposition au sens fiscal. Comme un immeuble. C'est comme les investisseurs immobiliers, là, qui veulent garder leur parc, ils vont. On va rentrer là-dedans dans l'autre podcast. Ça va être intéressant. Ouais. Ouais, ça, c'est là, j'ai hâte. Puis là, on entend souvent parler, puis ça, là, c'est quelque chose que j'entends souvent, là, les rendements dans une police d'assurance vie, que ça nous sort là, des chiffres, puis tout, puis que c'est ça, puis le Machu Picchu, écoute, là, même niveau au niveau merveille du monde. Puis là, on s'entend, là, puis là, je sais que ça va être compliqué, mais je veux que tu m'expliques les différents types de rendements comme si j'avais 5 ans. OK. Parce que là, t'as des... C'est un beau défi. Écoute, parce que là, t'as des... On entend ça, là, des R aussi, des TRI, des rendements sur R aussi en français, rendement sur capital investi, RCI, les TRI, taux de rendement interne. Ouais. Puis là, dans les TRI, t'en as 3-4 autres. Ouais. Puis là, on s'entend, là, t'es un courtier. Je considère que t'es un courtier intègre et que j'apprécie les conversations qu'on a. T'es très transparent. C'est facile embourber quelqu'un qui ne s'y connaît pas puis dire regarde là, le taux de rendement, il est de 15% là-dessus, puis 25% là, puis regarde comment mes affaires sont tellement bons parce qu'on ne paye pas d'impôt là-dessus. Juste aider le commun des mortels, là, que si un courtier arrive, là, puis on en a parlé dans les Red Flags dans l'épisode 1 pour reconnaître un courtier bullshiteux, quel tri je devrais... c'est quoi les tri pour lesquels devraient m'intéresser? Mais tu sais, mettons, en maths puis en finance, là, quand tu parles d'un rendement, il faut que tu contextualises. Là. C'est quoi le rendement? Un rendement, là, c'est cash flow in, cash flow out. Tu as du cash qui sort, enfin, tu as du cash qui s'en va dans un actif, puis à un moment donné, tu as de l'argent qui revient. First, il faut définir c'est quoi ces deux moments-là. OK? Le moment de je prends mon argent, j'envoie ça dans une police, puis à un moment donné, j'ai de l'argent qui me revient. OK? Il faut définir c'est quoi ça. La première situation, là, c'est vraiment, mettons, moi personnellement, là, je paye une prime, puis au moment du décès, j'ai, mettons, ma conjointe qui va recevoir du cash. Fait que moment 1, quand je paye mes primes. Moment 2, l'argent net d'impôt qui est versé à ma conjointe. Ça, c'est un rendement sur les primes par rapport au capital décès. OK? Puis ça, on prend une calculatrice financière, on pitonne ça là-dedans. Puis pour vrai, là, ça dépend des dossiers, ça dépend des cas, il y a plein de nuances, mais si c'est versé vers l'espérance de vie, l'équivalent de rendement net de ça, c'est à peu près autour de 4-5 net d'impôt. À peu près. Juste pour te donner une idée. 4-5 par année. Oui, c'est une moyenne géométrique. Là, fait que c'est un taux de rendement interne. Calculatrice financière, là, genre, je compare mes primes que j'ai payées, valeur finale, mettons, 10 millions, puis je fais mon calcul, j'isole ma valeur I, mettons, dans ma calculatrice financière, puis j'obtiens à peu près 4-5 Mais ça, c'est net. C'est un taux net. Après ça, tu es comme, OK, ça, c'est mon premier taux. Après ça, je peux dire, good, mais combien j'aurais dû générer en brut pour avoir la même affaire? Ah, ben là, ça va dépendre dans quoi tu investis. Si tu du grand capital, si tu des dividendes canadiens, si tu blablabla. Fait que, tu sais, moi, je me donne une règle du pouce, là, je fais roughly, là, à peu près fois 1,5, mettons. Là. Fait que, tu sais, tout dépendant c'est quoi ton portefeuille, peut-être que tu aies fait à peu près 7 brut ailleurs pour, à l'espérance de vie, avoir eu la même performance au niveau du capital d'essai. Puis avoir investi le même montant que ta prime achat. Exactement. Mais ça, c'est à l'espérance de vie. Parce que le monde, je dirais ça, je serais comme, OK, mais 7,5 brut, crime, le SP500, ça fait plus. Ouais, mais attends une minute, parce que ça, là, c'est si tu avais décédé avant, tu aurais eu ton capital d'essai pareil. Ça, c'est à l'espérance de vie. Au décès, il n'y a aucun actif qui te donne un rendement correct, intéressant comme ça, qui est défiscalisé. Puis en plus, il arrive de quoi entre-temps qui te donne un capital d'essai. Puis on s'entend aussi que ça dépend à l'âge que tu as commencé à donner tes primes. Oui, c'est ça, exact. C'est une moyenne. C'est juste pour vous donner. Quelqu'un dit que tu fais 23 net d'impôt dans une assurance vie, c'est pas vrai. À moins que tu meurs vraiment vite, mettons. Là. Mais mettons qu'on reste vers l'espérance de vie. Puis ça serait combien de temps la durée? 40 ans, 30 ans pour le 4-5 à peu près pour te donner un bon une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années à peu près. L'espérance de vie, je ne sais pas c'est quoi, mais on va dire que c'est autour de 75, je pense. 80. Non, espérance de 85. Là. 85 ouais, tant que ça? Ouais. Ah bon, OK. Bon, fait que pour un homme, là? Oh oui. Je pensais que les femmes, je savais que les femmes c'était plus, mais OK. Bon, on dit 85. Ouais. Fait que ça veut dire que on va prendre ici un homme. Un homme prend une assurance vie à 45 ans, décède à 85 ans, donc paye des primes pendant 40 ans, le fait x 12 mois, je ne sais pas combien ça donne, mais fait que bref, ça pour dire, paye 40 ans x 12 primes par année.
et il y a son capital d'essai. Normalement, si l'assurance vie a été faite en fonction de ses besoins, puis là, on s'entend, je suis d'accord qu'il y a une panoplie d'hypothèses, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il a à payer, qu'est-ce qu'il voulait faire, remplacer les revenus, couvrir l'impôt d'essai, etc. Bref, tout ça pour dire que 4-5 de rendement, ce qui est payé pendant 40 ans, 12 fois par année, une prime pour avoir une assurance vie à la fin, ça serait 4-5 Évidemment, si je fais juste changer une composante, une hypothèse, qu'au lieu de mourir à 85, il meurt à 65, mais là, c'est sûr que mon rendement, c'est plus 4-5 il vient parce que mon capital est le même. Fait que là, j'ai payé moins de primes puis j'ai encore plus de cash. Exactement. Fait que là, mon rendement vient C'est ça. d'augmenter. Fait que pour dire que hey, ta police d'assurance vie va te donner 23 qui est énorme, Ouais. ça voudrait dire techniquement que tu es mort à l'intérieur de 5 ans. Là. Non, plus, c'est pas 5 ans, 10 parce ans, que, là, mettons, mais- des fois, c'est des milliers de pourcents de rendement au début. Là. Tu sais, tu payes quelques Ouais. primes, 5 ans après, tu as des millions, fait que tu fais des milliers de rendements. Mais c'est pour ça qu'il faut. Le plus important, c'est de contextualiser, mais de comparer, c'est dur aussi de comparer parce que, mettons, l'argument, tu sais, mettons, des gens qui font plus du placement, ils vont dire, ouais, mais je vais faire un meilleur rendement ailleurs. Ouais, mais c'est parce que pas le même objectif. C'est que Non, parce moi- que lui, il est libre d'impôt. Tandis lui- que l'autre, quand tu disais que Ouais, ça c'est te prend brut, c'est que si j'investis dans le Mm. marché boursier, on va dire dans du revenu d'intérêt, on fait ça simple, Mm. au niveau perso, imposable à 50-53 si on va être précis, on va dire 50 Donc, mon intérêt, je dois faire un rendement de 8 Ouais, 8 à avant 10. impôt 8 à 10, ouais, Ouais. c'est ça. pour payer 50 d'impôt pour ce qui me reste 4 net. Ouais. Fait que mon intérêt doit être à, comme tu dis, 8 Ouais. à 10 pour avoir Ouais. le même rendement, payer la même petite prime à chaque fois pendant Ouais. 40 ans, 12 fois par Ouais. année. Fait que c'est pour ça que quand tu compares, tu peux pas juste dire comparer comme OK, il y en a un qui est après impôt, tandis que l'autre il est avant impôt. Tout à Fait fait. qu'il faut que tu t'assures de comparer les mêmes bases. Puis une police d'assurance vie, c'est un actif qui est quand même sécuritaire dans le sens que l'assureur va gérer les fonds. On appelle ça du asset liability management là, en finance. Là. Ils font gestion basée sur les passifs. Fait que pour faire ça, l'assureur va investir majoritairement en titre à revenu fixe. Fait que les placements sous-jacents d'un assureur qui gère les placements d'un produit, mettons, participant, sont en moyenne à peu près 70 en revenu fixe. Fait que, indirectement, comme propriétaire de police d'assurance vie participante, tu n'es pas investi dans quelque chose qui est extrêmement risqué / volatile non plus. Fait que faut que tu prennes ton rendement équivalent que je viens de te dire, puis faut que tu le compares aussi, c'est quoi le risque que tu as pris de ton côté. Tu sais. C'est la relation risque-rendement. Là. Est-ce qu'un assureur peut faire faillite au Canada? Ben ça, est-ce qu'un assureur, honnêtement, je pense que oui, mais c'est quoi les chances? Parce qu'au pire, ils vont se faire buyback par un autre assureur. Puis on a assuré aussi là, qui assure les polices, là, qu'on a une protection par rapport à ça. Mais pour vrai, est-ce que ça peut faire faillite? Mettons, les mots précis que tu me dis, j'ai l'impression que oui, mais honnêtement, j'ai pas la réponse pour te dire que je suis sûr à 100 Je sais pas, C'est correct. faudrait peut-être quelqu'un qui nous écoute ou un avocat en droit de l'assurance ou whatever qui aurait la réponse, là, mais Fait que si un auditeur a la réponse, s'il vous plaît, nous l'indiquez en commentaire. pour vrai, si un assureur fait faillite, on est tous dans le pétrin, là, parce que c'est des institutions financières qui n'ont pas le choix. Des taux de capitalisation sont super élevés. Ben, c'est souvent ce que je dis des fois. C'est Des quand cli- même- tu sais, on s'entend pas tu sais, sur dans tout le monde, faut comme qui place pour la première fois l'argent, puis que le quitte, puis qu'est-ce qui arrive si la banque fait faillite? Je suis comme, écoute, Ouais, non, le jour où la banque fait faillite, je te confirme, c'est pas ton placement le Puis problème. t'es au Canada en plus, là, fait que C'est ça, comme, ça. C'est rendu là, c'est plus ton placement le problème. On a un course. autre problème dans la Of société, beaucoup plus gros à gérer. Ouais. Fait que le taux de rendement, fait que ça, c'est un des taux de rendement. Ouais. Celui-là, il s'appelle comment, le taux de rendement là, que tu as? Mais ça, c'est ma définition. Là, OK. c'est le rendement des primes payées par rapport au capital d'essai. OK. Mais ça, c'est personnel. Si je fais le même rendement corpo, ça va me donner Quand on dit corpo, ça veut dire que la l'assurance vie société est corpo. dans la société. Exactement. Corpo, corporatif, dans une compagnie. Mais si je prends la même police, puis je regarde le même cash flow, donc les mêmes primes que c'est une compagnie de gestion là, qui paye les mêmes primes, qui encaisse le même capital d'essai, pour la compagnie, ça va être la même affaire. Tu comprends? Parce que c'est les mêmes cash flows. Je paye la même prime dans la compagnie, j'encaisse le même montant net d'impôt dans la compagnie. Fait que le rendement pour la société, suite au décès, va être autour de 4-5 net. Mais c'est qui va consommer le capital d'essai ultimement? C'est pas une société. Ça va être des particuliers, les héritiers, puis ces choses-là. C'est là qu'on fait un calcul, on se dit, bien, vu que tu avais une police d'assurance vie dans une compagnie qui, au moment du décès, a créé de CDC, qui a permis aux conjoints survivants de sortir plus d'argent de libre d'impôt, ben là, ton rendement équivalent brut, c'est dans une compagnie, est pas mal plus élevé. Parce que tu t'es créé un gros CDC au décès que tu n'aurais pas eu autrement. Il aurait fallu que tu fasses un méchant gros gain en capital pour avoir le même CDC. Tu comprends? Fait que ton rendement équivalent brut dans une compagnie, dans les mains de la succession, va être plus élevé. Juste à cause de la fiscalité du CDC, là,
au moment du décès. Là. De ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que dans la société, le taux de rendement prime par rapport au capital d'essai, Ouais. ce 4-5%-là vaut plus que le 4-5% perso Ouais. parce que réaliser le même rendement dans la société est plus compliqué. Ouais. Puis, surtout si on veut ramener ça entre les mains de l'individu. Ouais, C'est ce que j'ai compris. Ben, Je ne serais pas capable de tout répéter ce que tu as dit, mais c'est ce que j'ai c'est compris. 100% ça. Puis encore une fois, ton explication est encore meilleure que la mienne d'un point de vue de simplification. Là. C'est parce qu'il faut se rappeler que le but de détenir des polices dans une compagnie, souvent, c'est pour payer les primes moins chères parce que c'est de l'argent corpo. Comme on n'a pas besoin de sortir l'argent personnel, payer 53% d'impôts, payer la même prime. Fait que l'argent corpo coûte moins cher. Mais à cause de l'intégration du CDC, au net, perso, en bas, on va recevoir à peu près la même affaire. Fait que moi, dans la compagnie, je paye des primes. Ça Elles me ne sont coûte. pas déductibles. Ils sont pas déductibles, mais c'est pas grave. Ouais. Parce que ça me coûte. Le taux d'impôt dans la société est moindre que. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mettons, j'ai une compagnie opérante, 100 000 de profit, je prends 100 000, j'envoie un dividende vers gestion, je présume que c'est des sociétés rattachées, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de 55-2, blablabla. Fait que j'ai mon 100 000 qui rentre dans la compagnie de gestion aussi. Mais mettons que ma prime, c'est 50 000. Mais je prends mon 100 000 qui est dans gestion, je prends 50 000 de ça, puis je mets ça dans une police. Ben, mon même 50 000, là, perso, il faut que je sorte mon plein 100 000 de dividendes. Je paye de l'impôt, il me reste 50 000. Fait que, tu sais, ça me coûte moins cher de payer le même 50 000 net à l'assureur. Ça me coûte à peu près 2 fois moins cher de payer dans une compagnie. Mais, à cause du CDC, le capital d'essai net d'impôt personnel à cause du CDC, il reste le le même. particulier regarde le. Il revient. C'est ça. Tu comprends? Je vais être un party pooper. Si ta société génère des intérêts qui sont imposables à 50% au niveau revenu de biens, Ouais. ça va te coûter aussi cher. Pour. Parce qu'il va te falloir 100 000 d'intérêt pour payer 50 000 d'impôts puis payer 50 000 ta prime vu qu'elle est non déductible. Mais ça, on s'entend que c'est un cas. Non, là, je présume que tu as des dividendes interco annuels qui payent. Oui, c'est dans ton cas, c'est des Ouais. dividendes. Moi, je prends l'exemple que c'est de l'intérêt que tu as des obligations seulement. Fait que ce que tu génères dans ta société, c'est des. J'ai jamais vu de société qui aurait juste des obligations. là. Mais Ouais, mais tu pourrais payer, tu pourrais disposer et payer avec du capital et non pas juste avec ton rendement. Mais ouais, à partir du moment où tu disposes, tu n'as plus l'argent. Ouais. Fait que là, tu as réglé une année, mais tu n'as pas réglé. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais. Ouais. Fait que- non, mais je comprends, on s'entend, Ouais. là. On va dans des situations extrêmes. Là, on est loin. On jase. Oui. OK. Fait que ça, c'est le taux. Mais là, il y a d'autres théories que j'entends parler des fois. Puis là, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Rendement sur du fonds de placement de l'assureur, tri du propriétaire sur la valeur de rachat, tri successoral. T'as-tu des convertir des rendements nets en rendements. Non, ça, on en a parlé. Fait que tri du propriétaire sur la valeur de rachat, rendement du fonds de placement de l'assureur, tri successoral. En 2-3 minutes chacun. Juste give me some food. Là. C'est quoi? C'est. Quand, mettons, même cas que tantôt, une compagnie de gestion qui paye des primes, il faut que la prime, ça va chez l'assureur, puis l'assureur ne prend pas cet argent-là, garde pas ça en compte de banque. Là. L'assureur investit cet argent-là. Oui. Mais le rendement que l'assureur fait ne sera pas nécessairement le rendement que toi, comme propriétaire de police, donc toi, comme compagnie de gestion, mettons, va faire. C'est pas. Non, parce qu'il faut qu'il se paye avant de. Ah oui, ben c'est ça, tu sais. Est-ce que c'est divulgué, ces informations-là? Mettons, un produit participant, l'assureur, à chaque année, va divulguer ce qu'on appelle un taux d'intérêt du barème des participations, qui, présentement, en moyenne, dans le marché, est autour de 6 Fait que ça veut dire que l'assureur s'entend à faire 6 sur ses placements qui pourraient en partie être redistribués aux détenteurs de police. OK? Mais à quel point un assureur va faire les rendements que l'assureur fait dans son fonds, il y a des assureurs qui divulguent, il y en a qui ne divulguent pas. Il y en a qui divulguent. Mais il n'y a pas d'obligation de le divulguer. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de l'obligation de le divulguer, mais la plupart, juste good business practice, puis juste par souci de des bonnes pratiques. C'est ça, des bonnes pratiques, par souci de transparence pour genre favoriser le marché des polices. Ils vont le publier, tu sais. Mais eux, quand ils génèrent un rendement, ils ont des requis de surplus. S'ils font des meilleurs rendements que prévus, ils peuvent en garder en backup pour compenser les moins bonnes années. Ça pour dire que c'est pas parce qu'un assureur, mettons un conseiller qui fait un pitch qui dit hey, l'assureur va faire 6 tu vas faire 6 ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ça peut aider. Si l'assureur dit qu'il va faire 3 ben, ça se peut que toi, tu fasses un moins bon rendement que si l'assureur dit qu'il va faire 6 mais la donnée n'est pas directe. C'est pas parce que l'assureur dit puis qu'il fait 6 que toi, comme propriétaire, c'est la valeur économique que tu vas avoir. De la même manière, un assureur qui voudrait être très greedy, il pourrait faire 20 puis il est obligé de te reverser 6 puis garder le 14. Oh ben là, tu as des règles de surplus puis toutes ces affaires-là, mais l'assureur, puis en passant dans des produits participants, c'est l'assureur qui décide s'il verse des participations ou non. Là. Il pourrait carrément me dire, faire 20 puis me dire
toi, je te remercie, tes participants, mais aujourd'hui, cette année, on s'entend, c'est un cas de figure extrême. Ils versent. Les assureurs, ils versent. Dire comme cette année, je te verse pas de rendement parce que j'ai envie de me verser un boni. Ouais, ben. Ça passerait pas bien, c'est sûr, là. Mais tu sais, on s'entend, j'extrapole ici, je fais quelque chose de très Ouais. caricaturé. De ce que je veux dire, c'est que. T'as raison, mon exemple est pas bon parce qu'il y a d'autres règles de surplus puis d'autres règles déontologiques, etc. Ouais. Mais tout ça pour dire que il va te dire c'est quoi son rendement attendu. Ouais. Il n'a pas d'obligation de te faire de t'offrir un rendement sur Mhm. ta participation, mais on s'entend que s'il t'en donne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer Ouais. tu pourrais changer d'assureur et tout. Ouais. Donc, il y a intérêt quand même à te garder heureux. Tout à fait. Il y a une valeur après, pour faire eux faire leur vente comme assureur, puis pour l'intérêt des conseillers qui distribuent les produits, c'est sûr. C'est comme, tu sais, en bourse, là, tu sais, je fais un exemple, là, tu sais, il y a des actions qui versent des dividendes en bourse, là. Oui. Puis des fois, le fait qu'ils versent des dividendes, c'est pas nécessairement parce que ça leur tente, c'est parce que ça va soutenir la valeur d'action, parce qu'ils savent qu'il y a du monde dans le marché boursier qui veulent des actions à dividendes. Oui. Fait que vu qu'ils versent des dividendes, ça a un attrait, fait qu'ils continuent à en verser. Just because ça crée un attrait puis ça vient soutenir la valeur de cette action-là. Fait que ça pour dire, puis en passant, juste pour te dire, le plus grand assureur participant au Canada, ça fait quasiment 2 siècles que ça existe, le produit, puis ils ont toujours versé des participations. Ils en versent, là, tu sais, c'est comme. Ouais. Je comprends. Non, j'aime beaucoup ton exemple avec Ouais. le dividende. Ouais. Le tri du propriétaire sur la valeur de rachat, j'imagine, c'est la même chose. Puis encore là, je sais pas c'est quoi, mais c'est la même chose que tes primes par rapport à la valeur de rachat plutôt que le capital d'essai. Ouais, c'est exactement Ok. ça. Fait que le nombre de primes que tu as payé encore là, puis Ouais. tout, puis ta valeur j'ai dit valeur de décès. La valeur de rachat, ouais. Ta valeur de rachat. Ouais. Fait que c'est quoi ta valeur de rachat? Puis c'est quoi que ça t'aurait pris? Puis toutes tes primes pour arriver à ça, c'est quoi le taux de rendement annuel que ça t'aurait pris et non total Ouais. pour arriver à ça? OK. Ouais. Ça, Tout à fait. Puis, c'est le fun, je comprends pas. Ouais. Pour vrai, je commence à comprendre l'assurance vie. C'est Ouais. pas super, j'aime Ouais. ça, j'aime ça. Puis Vas-y. une valeur de rachat d'un produit participant en passant, là, aussitôt que la valeur de rachat elle est acquise annuellement, elle ne peut plus diminuer à moins que tu fasses un rachat. Donc, OK. contrairement à un portefeuille boursier, que ton rendement, mettons, tu fais une année à plus 15, l'année après, tu peux faire moins 10. Un produit participant, si tu as une année, tu fais plus 4, puis le marché boursier, l'année d'après, il crash à moins 20, toi, tu vas continuer à faire ton plus 3, plus 5, plus whatever. Ça peut pas diminuer. C'est comme. OK. C'est pour ça que c'est des bonnes garanties là, pour des banques. Là. Tu prends des hypothèques là-dessus parce que it doesn't drop. Là, Fait que la valeur de rachat peut pas. Par contre, c'est pas 100% de ta prime qui va en valeur de rachat. Non. C'est ça la. Ouais, c'est Parce ça. que sinon, tout le monde ferait juste ça des Mais fois, non, des mais non, assurances. c'est sûr, parce que sinon, ça serait pas de l'assurance, ça serait un placement. Tu sais. Puis ça, c'est un bon point parce que ça, c'est quelque chose que je réalise que plusieurs courtiers vendent à leurs clients et ne mettent pas la distinction là-dessus parce que exactement ce que tu disais, écoute, ta valeur de rachat, elle peut servir de garantie pour aller chercher un emprunt. Mhm. Elle est garantie d'une certaine manière, elle ne peut pas diminuer. Mhm. Elle va toujours faire un rendement. Quand ça va bien, elle va faire un gros rendement. Quand ça va pas bien, au pire, elle va rester identique. Mais ce que les gens, des fois, ne constatent pas, c'est que ta prime ne va pas à 100% dans la composante placement qui augmente ta valeur de rachat. Il y a une partie qui va dans ton capital d'essai. Tu as un coût d'assurance à. Versus un placement, si je mets 100$ pour acheter Microsoft, j'ai 100$ dans Microsoft. Ouais. Ben, Tandis que la prime... moins ton bédasque puis tes frais de transaction. Là, mais là-dessus, c'est tu pas ça qui va être 2% ou peu Of importe, ou course, 1%. ouais. Tandis que ta prime, tu vas mettre 100$ de prime, tu vas peut-être avoir, je sais pas, mais on peut peut-être dire 40$ qui va aller dans ta valeur de rachat, puis 60$ pour le capital ou l'inverse, peu importe, mais ça sera pas 100% dans... Mhm. OK. Puis c'est à peu près, tu sais, juste le rendement sur ta valeur de rachat, si tu ne disposes pas à long terme, on est autour de 3,5-4% net à peu près. Là. À peu près. Puis à long terme. Le tri successoral, c'est quoi ça? Ça, je l'ai dit tantôt. Là, Excuse-moi, j'écoute après, je n'étais pas un bon étudiant. Non, mais c'est bien correct, mais tu sais, c'est. Mettons, tu regardes les primes que, mettons, une compagnie de gestion paye à chaque année. Ah, OK, puis, ça, c'est pour ramener ça dans les mains de l'individu. Ouais, puis après ça, tu fais ton calcul de valeur nette successorale complet. Fait que, tu sais, mettons, as-tu un roulement conjoint, oui ou non? Si t'as pas de roulement conjoint, tu fais un pipeline, etc. Tu fais tout ton dossier de planif successoral au complet, tu le simules, mettons, dans Excel ou whatever. Tu regardes ta valeur nette successorale, puis tu dis les primes que j'ai mis dans ma police, à combien j'aurais dû faire de rendement net pour avoir ma même valeur nette successorale à la fin. Ouf, ça, là, est compliqué. Ça, c'est un gros Excel. Ouais, c'est quand même. Ouais, non, c'est cool. Là. Parce que moi, je trouve ça intéressant, mais la réponse est quand même élevée, là, à cause du CDC, pour vrai. Là, c'est comme. Faut que tu fasses un gros rendement net là, pour que ça arrive à la même affaire. Là. Simon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est niveau fiscal, ben, qu'est-ce qui t'a rappelé? Normalement, le capital d'essai est non imposable. C'est dans la société, il faut faire attention, il peut y avoir une petite partie imposable. Les primes non déductibles, sauf
2 conditions essentielles exigées par la banque et un prorata entre la valeur du capital d'essai et la valeur de la marge ou du prêt ou quoi que ce soit. Puis, quand on parle de taux de rendement, ben, assurez-vous demandez. Je trouve que ça peut être un bon test, voir si c'est un bon courtier devant toi. Demande-lui qu'il te l'explique. Ouais. S'il n'est pas capable de te l'expliquer, puis il dit ah, ça c'est trop compliqué, c'est à l'interne, probablement qu'il ne comprend pas lui non plus, qu'il fait juste faire un pitch de vente. Sinon, il est capable de te l'expliquer, puis assurez-vous de voir si ça correspond avec ce que vous voulez. Hey, merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Puis tu restes encore, tu en restes un. Of course. Là, on va rentrer dans les planifications fiscales. Good. Là, ça va rentrer dans. Là, on rentre dans du technique, on Là, va lancer encore des plus articles. technique que là, ok, cool. Ouais, Parfait. ça va être un vrai. Ça là va être pour public averti. Ça coche. Merci.